Salam alaikum, dans cette troisième partie de cette série de vidéos sur le dénombrement. Donc la dernière fois, nous avons corrigé l'exercice 1 et l'exercice 2. Et maintenant, avant de passer au principe fondamental du dénombrement, donc j'aimerais bien ajouter deux propositions complémentaires. Soit E et F, deux ensembles finis non vides. Et si F est une application injective de E vers F, alors le cardinal de E est inférieur ou égal au cardinal de F. D'accord? C'est-à-dire le cardinal de l'ensemble de départ est inférieur ou égal au cardinal de l'ensemble d'arrivée. Bon, on prend comme exemple, donc voici par exemple, donc je rappelle que ce que c'est qu'une application injective, tout simplement, c'est une injective, c'est une application dans laquelle tout élément de l'ensemble de départ admet au plus un antécédent, c'est-à-dire soit qu'il admet un antécédent, soit qu'il ne l'admet pas, d'accord? Ou bien il y a l'autre définition, là où vous allez trouver si f de x est égal à f de y implique que x est égal à y. C'est-à-dire, deux éléments de l'ensemble de départ ne peuvent pas voir la même image. D'accord? C'est ça la définition d'une application injective. Eh bien, on revient à la définition, la première définition, annonce tout élément de l'ensemble de départ admet au plus. Donc, soit qu'il admet, soit qu'il n'admet pas. Et bien sûr, il peut exister, comme on voit ici, des éléments qui n'admettent pas des antécédents. D'accord? Alors, le nombre d'éléments de l'ensemble d'arrivée sera bien sûr plus grand que ceux de l'ensemble de départ. D'accord? Maintenant, si F est une application surjective de E vers F, alors on va voir l'inverse, c'est-à-dire cette fois, le nombre d'éléments ou bien le cardinal de E, de l'ensemble de départ, cette fois-ci est supérieur ou égal au cardinal de F, le nombre d'éléments de l'ensemble d'arrivée. D'accord? Surjectif, j'appelle que tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent. Pour tout x de F, il existe au moins un élément ici dont l'image est égale à celui qu'on a choisi ici. Par exemple, ici, tous les éléments doivent avoir au moins un antécédent. Ils peuvent avoir un ou bien deux antécédents. Par exemple, 1, il a ici deux antécédents. 4, il a ici deux antécédents qui sont E et F. Alors, comme ça, on va, bien sûr, il est évident que le nombre d'éléments de E, le nombre d'éléments de l'ensemble de départ sera plus grand parce qu'il y en a quelques éléments qui ont même image. Et ici, tout élément admet un antécédent. Il ne reste pas d'éléments sans antécédent. Celle où on a l'injectivité. Il peut rester des éléments sans avoir d'antécédents. Alors j'espère que c'est clair pour ces deux petites propositions. On peut bien les démontrer. Ce que j'ai expliqué ici, ce sont des exemples bien pour comprendre. D'accord. Maintenant, on passe au principe fondamental du dénombrement, à partir duquel on va extraire la majorité du reste de ce chapitre. Alors, le principe fondamental, je commence d'abord par un rappel sur le produit cartésien. Donc, le produit, on va considérer A, B, C des ensembles finis. Le produit cartésien, maintenant, juste de A et B dans cet ordre. Qu'on note A croix B, donc c'est un nouveau ensemble qui est l'ensemble des éléments qui s'écrivent comme ça, entre parenthèses séparées par un virgule, comme ça, tel que le premier élément appartient à A, celui qui vient en premier lieu ici, et le deuxième élément Y appartient à B. Chaque élément de A croix B est appelé un couple. Donc ça, vous le connaissez à partir de votre chapitre sur les ensembles. D'accord. Chaque élément du produit cartésien est appelé un couple. Ici, faites attention, le produit cartésien de A croix B n'est pas le même que celui B croix A. D'accord. Ce n'est pas la même chose. Ils ont des éléments bien différents. D'accord. Maintenant, le produit cartésien de trois ensembles. Le produit cartésien de trois ensembles. A croix B croix C. C'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent comme ça, entre parenthèses, séparés par des virgules, tels que le premier élément appartient au premier ensemble, X appartient à A, et Y appartient à B, et Z appartient à C. Le E ici étant le E logique que vous connaissez bien. D'accord? Et chaque élément est appelé un triplet. D'accord? Donc ici, il contient des couples, et celui-là contient des triplets. Un exemple, on considère l'ensemble A
qui contient 1, 2, 3 et l'ensemble B qui contient 19, 20. D'accord? Donc, on veut, par exemple, déterminer l'ensemble des éléments de leur produit cartésien, qui est bien sûr les couples. Donc, A croix B, c'est quoi? Donc, on va commencer. Donc, c'est l'ensemble de tous les couples, tels que le premier élément, le premier ensemble, le deuxième élément appartient au deuxième ensemble. Donc, on va prendre 1, 19, 1, 20. Donc, c'est 1, 19, 1, 20. D'accord? On passe. Le couple, l'autre couple, c'est 2, 20. Le voilà. 2, je veux dire 2, 19. L'autre couple, c'est 2, 20. Ainsi de suite. 3, 19, 3, 20. Et on a terminé. D'accord? Donc, les éléments de ce produit cartésien sont ces couples-là. 1, 19, 1, 20. 2, 19, 2, 20. 3, 19, 3, 20. Donc, on ne peut pas faire mieux que ça. Donc, il contient tous les couples qu'on peut construire à partir de ces deux ensembles. Donc, essayez de faire B croix A. D'accord? Essayez de faire B croix A. Vous n'allez pas trouver la même chose. Donc, par exemple, B croix A, ça va être 19, 1. D'accord? 19, 2, 19, 3, ainsi de suite. Et le couple 1, 19 est différent de 19, 1. D'accord? Ce n'est pas un même élément. D'accord? Ce n'est pas même couple, disons. D'accord? Maintenant, on va généraliser ça sur plusieurs ensembles. Donc, on a ici 2 ensembles, 3 ensembles. Maintenant, si nous avons E1, E2 jusqu'à E des ensembles finiment vides, alors le produit cartésien de ces ensembles qu'on note presque de la même manière avec un... comme ça, le croix entre eux, d'accord, qu'on utilise généralement pour le produit des nombres, mais ici, il est conçu pour ce qu'on appelle ici produit cartésien. Il définit par la chose suivante. C'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent comme ça, entre parenthèses, séparés par des virgules, tel que le premier élément appartient au premier ensemble, deuxième élément appartient au deuxième ensemble E2, ainsi de suite. X2 appartient au E2, ainsi de suite. Xn appartient à En. D'accord. Donc, comment appelle-t-on ces éléments? On va les appeler des n-uplets. Un élément, x1, x2, xn de ce produit cartésien est appelé un n-uplet. Donc, on a parlé des couples, des triplets, il y a des quadruplets lorsqu'on est dans le cas de 4. Généralement, bien sûr, on ne peut pas donner à chaque type d'élément avec un entier naturel quelconque un nom, mais généralement on va l'appeler n-uplet. Donc le cas particulier des couples, c'est un 2-uplet. Pour le 3, c'est un 3-uplet. Les rois ont même le triplet, d'accord? Si on a 4, donc c'est 4-uplets, c'est un quadruplet, ainsi de suite. D'accord. Maintenant, on va voir un exemple du produit cartésien de trois ensembles qui contiennent des 3-uplets ou bien des triplets. D'accord. Maintenant, comment construire un ensemble? L'ensemble, c'est... Donc, on va prendre... Donc, ici, faites attention, parce qu'on aura besoin de ça dans la suite. Donc, 1. Donc, on va prendre 1 avec 19 avec X. 1, 19, Y. 1, 19, Z, 1, 19, K. Donc, voici les premiers éléments. 1, 19, X avec Y, Z et K. On passe. Maintenant, 1 avec 19. Avec 20, je veux dire 1 avec 20 et tous les autres. 1, 20, X, 1, 20, Y, 1, 20, Z. On n'a pas encore terminé. On passe à quoi? On passe à 2. Et on fait la même chose. 2, 19, et tous ces éléments-là. 2, 20 et tous ces éléments-là. Ainsi de suite. D'accord? 3 avec 19 et tous ces éléments. 3, 20 et tous ces éléments-là. D'accord? Donc, voici 2, 19 avec les éléments de C. 2, 20 et tous les éléments. 3, 19 et les autres éléments. Ainsi de suite. Donc, on a terminé tous ces ensembles, tous les éléments de ce produit cartésien qui contient des triplets ou bien des 3-uplets. D'accord? Donc, l'intérêt de ce qui va venir dans la suite, c'est de calculer le nombre d'éléments d'un ensemble, par exemple, de ce type. Par exemple, on se demande quel est le nombre d'éléments ici, par exemple. Donc, si vous comptez, vous allez trouver, je crois, 24. Mais on se demande si nous avons d'autres situations, comment l'obtenir. D'accord? Eh bien, maintenant, on passe au cardinal d'un produit cartésien. D'accord? Au cardinal d'un produit cartésien. Généralement, vous allez trouver dans la plupart des chapitres,
de ce principe fondamental, on commence par la définition du principe fondamental du dénombrement. Mais personnellement, je préfère commencer par le cardinal d'un produit cartésien. Et j'espère toujours que ça facilite la compréhension du principe fondamental du dénombrement. Alors, on va voir ça. Donc, soit E1, En des ensembles finis non vides. Alors, le cardinal du produit cartésien E1, E2 jusqu'à En, c'est le cardinal de E1 fois le cardinal de E2 fois le cardinal de En. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le cardinal d'un produit cartésien, c'est-à-dire le nombre, autrement dit, si P1, P2 jusqu'à Pn sont les cardinaux de E1, E1, E2 jusqu'à En respectivement, c'est-à-dire P1, le cardinal de E1, P2, le cardinal de E2, alors le nombre des n uplets, parce que les éléments produits cartésiens, je le des n uplets, et de l'ensemble, le nombre d'élèves, c'est P1 fois P2 fois Pn, ainsi de suite, d'accord? P1 fois P2, ainsi de suite, jusqu'à Pn. Donc, c'est la même chose qui est écrite ici, d'accord? Si on revient à l'exemple précédent, voilà, retour à l'exemple précédent, avec les mêmes ensembles qu'on vient de considérer, on se demande quel est le cardinal de A croix B croix C. C'est ce qu'on a déjà fait. Mais maintenant, on ne va pas bien sûr les compter comme ça un par un, mais on va utiliser directement le cardinal du produit cartésien. Donc, c'est le cardinal de A fois cardinal de B fois cardinal de C. Cardinal de A, c'est 3. Cardinal de B est égal à 2. Cardinal de C est égal à 4. Donc, c'est 3 fois 2 fois 4 est égal à 24. Donc, cet ensemble contient 24 triplets. 24 triplets. Donc, j'espère que c'est clair pour ce petit exemple. Maintenant, on va passer au principe fondamental, d'accord, du dénombrement. J'espère que vous puissiez le comprendre. Alors, principe fondamental du dénombrement. On commence par ce petit exemple. Ahmed possède 2 chemises, une blanche et une bleue, 4 pantalons noirs, blancs, bleus et marron, 3 chaussures noires, blanches et bleues. Il choisit au hasard une chemise, un pantalon et une chaussure, parmi bien sûr ceux-là. De combien de façons différentes Ahmed peut-il s'habiller? D'accord? Donc voici une image un peu qui illustre tout ça. Donc il a 2 chemises, 4 pantalons avec ce couleur et des chaussures avec ces couleurs-là. Alors de combien de façons peut-il s'habiller? Avec bien sûr ces vêtements-là. Eh bien, si on pense très bien, par exemple, qu'est-ce qu'on veut dire d'abord par une façon? Qu'est-ce que c'est qu'une façon de s'habiller? Par exemple, une chemise blanche avec un pantalon bleu avec par exemple des chaussures noires, ça c'est une façon. Une chemise blanche avec par exemple pantalon blanc avec par exemple une espadrille ou bien chaussure blanche, ça c'est une façon. Donc de combien de façons peut-il faire ça? Eh bien si on pense très bien, si vous essayez de modéliser ça sous forme d'un produit cartésien d'ensemble, eh bien, vous pouvez arriver à répondre. Et c'est la même situation dans laquelle vous trouverez dans la suite. Vous serez invité à modéliser des exercices, disons des problèmes sous forme des situations de dénombrement comme celle-là qui est devant nous. D'accord? Donc maintenant, par exemple, si on choisit cette chemise-là blanche, avec combien de façons y a-t-il pour mettre avec un pantalon? Donc, il y a bien sûr 4. Et chaque pantalon, il y en a avec 3. Alors, bien sûr, avec cette chemise, on a ici 4 et chacune 3. Donc, avec cette chemise, nous avons 4 fois 3 façons. D'accord? Et nous avons une autre chemise de la même façon. Avec cette chemise, nous avons 4 pantalons et 3 chaussures. Donc, c'est aussi 4 fois 3. Donc, en total, c'est 2 fois 4 fois 3. Ça ressemble en fait à ce qu'on vient de voir au produit cartésien. Si vous considérez ça, l'ensemble A des chemises, l'ensemble B des pantalons, l'ensemble C des chaussures. Alors, chaque façon de s'habiller, vous pouvez le voir comme un triplet. Le premier élément appartient à l'ensemble A des chemises, le deuxième l'ensemble B, le troisième l'ensemble C. D'accord? Alors, d'ici, on peut dire que, si vous voulez,
c'est ce qu'on vient de dire ici, chaque façon de s'habiller peut être considérée comme un triplet X, Y, Z, où X représente la chemise, Y représente le pantalon et Z représente la chaussure. Alors, le nombre de triplets, qui sera le cardinal de A fois cardinal de B fois cardinal de C, qui est 2 fois 3 fois 4, donc 24. Donc, on obtiendra 24 façons avec laquelle il peut s'habiller avec ses vêtements. D'accord. Maintenant, on généralise ça, on considère une situation de dénombrement qui demande n choix. Si le premier choix s'effectue avec P1 manière différente, le deuxième choix avec P2 manière différente, ainsi de suite, le troisième, le quatrième, jusqu'à, disons, un certain nième choix, si le nième choix s'effectue avec Pn manière différente, alors le nombre de manières globales avec lequel cette situation s'effectue est P1 fois P2, ainsi de suite, fois Pn. D'accord? Disons, ça pourrait être vu comme un résultat du cardinal du produit cartésien. Ça, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Le premier choix contient, on peut le considérer comme un ensemble qui contient P1 manières. Le deuxième ensemble, P2 manières, ainsi de suite, jusqu'à Pn manières pour l'ensemble En. Alors, le nombre d'éléments qu'on peut composer à partir de premier choix, deuxième choix et troisième choix, il peut être vu comme un NU-play. C'est un NU-play. Le nombre des NU-play, c'est le cardinal du premier ensemble fois le cardinal deuxième, ainsi de suite. Donc, c'est P1 fois P2 jusqu'à Pn. Eh bien, à l'exemple précédent, on peut le voir comme ça. Comme j'ai déjà dit, ça, c'est une situation de dénombrement dans laquelle on a besoin de déterminer le nombre de façons avec Ahmed peut s'habiller. Alors, on peut voir ça comme un premier choix qui peut s'effectuer avec deux manières différentes. Celui-là, avec 4 manières différentes. Celui-là, un troisième choix qui peut s'effectuer avec 3 manières différentes. Alors, le nombre global de manières avec lequel cette situation peut s'effectuer est 2 fois 4 fois 3. D'accord? Donc, c'est 24. Maintenant, je vous propose 2 exercices ainsi que d'autres exercices que je vais proposer dans la vidéo prochaine. Je vais corriger cet exercice 1, cet exercice 2 et un ou deux autres exercices. On lance une pièce de monnaie avec 2 faces F et P, face et pile, 4 fois de suite. Et chaque fois, on note la lettre obtenue. D'accord? Donc, on va la lancer 4 fois. Première, deuxième, 3, et chacune, on va noter ce qu'on a obtenu. Est-ce que c'est F ou bien c'est P? Quel est le nombre de cas possibles? Donc, je vous laisse le soin de penser ici. Exercice 2, combien de nombres de 3 chiffres peut-on composer avec les chiffres 3, 8, 6, 7 et 4? D'accord? Donc, 3 chiffres, unités, dizaines et centaines, combien peut-on faire avec ça? Bien sûr, vous allez se poser une question, mais bien distinguer les deux cas avec et sans répétition possible de chiffres. Donc, c'est comme s'il y en a ici 2 exercices, avec répétition de chiffres et sans répétition de chiffres. Ainsi, il y a 2 autres exercices que je vais corriger avec ces 2-là aussi dans la vidéo prochaine, qui sera bien sûr la 4e partie.